1943. Supermarine Aviation Works, Southampton. Le moteur Rolls-Royce Griffon venait de transformer le légendaire Spitfire en une bête incontrôlable. Près de 2000 chevaux d'une fureur brute qui tordait l'avion comme un bouchon dans une bouteille, obligeant les pilotes à lutter contre le manche pour voler tout droit. Chaque ingénieur en Grande-Bretagne savait que la solution devait être simple, éprouvée, fiable. Joseph Smith avait une idée différente. Des hélices jumelles tournant en sens inverse sur le même arbre. Ses propres collègues qualifièrent l'idée de stupide, un cauchemar mécanique, trop lourd, trop complexe, trop fragile pour le combat. Le Ministry of Aircraft Production ne voulait rien avoir à faire avec l'engin de Smith. Mais lorsque ce premier Spitfire modifié décolla de la piste et atteignit 760 km/h sans un seul tremblement, lorsque les pilotes d'essai rapportèrent une maniabilité si douce qu'ils auraient pu enfiler une aiguille en plein combat aérien, soudain, tout le monde voulut savoir comment l'idée la plus stupide d'un ingénieur était devenue le secret le plus meurtrier des Alliés. La pluie automnale de 1943 tambourinait contre le toit du hangar des usines Supermarine. Chaque goutte marquait un temps que la Grande-Bretagne ne pouvait pas se permettre de perdre. À l'intérieur, sous la lumière crue de l'éclairage industriel, les mécaniciens travaillaient frénétiquement autour du fuselage élégant de ce qui aurait dû être l'arme la plus redoutable de la Royal Air Force. Le Spitfire Mk-21 représentait tout ce dont les Alliés avaient besoin. Vitesse, puissance de feu et l'agilité légendaire qui avait sauvé la Grande-Bretagne pendant les jours les plus sombres du Blitz. Mais quelque chose avait horriblement mal tourné. Le commandant d'escadre James McKinnon s'extirpa du cockpit, sa combinaison de vol trempée de sueur malgré le froid d'octobre. Ses mains tremblaient légèrement en retirant ses gants de cuir, non de peur, mais à cause de la pure épuisement physique d'avoir lutté contre 2000 chevaux de fureur à peine contrôlés dans le ciel du Hampshire. Le nouveau moteur Rolls-Royce Griffon avait transformé son Spitfire bien-aimé en quelque chose qui ressemblait plus à chevaucher un cheval sauvage qu'à piloter un avion. À quel point, demanda l'ingénieur en chef Malcolm Whitfield, lisant déjà la réponse sur le visage de McKinnon. À 560 km/h, elle veut virer à gauche si fort que j'ai failli la mettre en vrille, répondit McKinnon, son accent écossais chargé de frustration. Le couple de ce fichu gros moteur, c'est comme si l'hélice essayait d'arracher le nez de la cellule. Au-dessus de 640 km/h, oubliez ça. Aucun pilote vivant ne pourrait la maintenir droite en situation de combat. Les chiffres brossaient un tableau sombre. Le moteur Griffon 65 développait 1850 chevaux au niveau de la mer, presque le double du Merlin original qui équipait les premières versions du Spitfire. Cette puissance brute aurait dû propulser l'avion au-delà de 760 km/h, le rendant plus rapide que n'importe quel chasseur allemand dans le ciel. Au lieu de cela, l'énorme réaction de couple, la force égale et opposée que Newton avait décrite des siècles plus, tordait la cellule entière avec une telle violence que les pilotes ne pouvaient maintenir un vol en palier aux vitesses de combat. Whitfield passa la main le long du moyeu de l'hélice, ressentant la légère vibration qui ne s'arrêtait jamais complètement, même moteur éteint. Le défi d'ingénierie était d'une simplicité brutale dans son concept, d'une complexité dévastatrice dans son exécution. Chaque révolution de cette énorme hélice quadripale générait une force de rotation qui tentait de faire tourner l'avion dans la direction opposée. À basse vitesse, les pilotes pouvaient compenser avec la gouverne de direction et leurs muscles. Mais à mesure que la vitesse augmentait, les forces aérodynamiques amplifiaient le problème de manière exponentielle. Le résultat était un avion qui devenait progressivement plus dangereux à piloter à mesure qu'il volait plus vite, exactement le contraire de ce qu'exigeait le combat. Les Allemands ont le même problème avec leurs chasseurs haute performance, dit Whitfield, bien que son ton n'offrit aucun réconfort. Leur série Focke-Wulf 190 souffre de problèmes de couple similaires, mais ils ont appris à contourner le problème avec l'entraînement des pilotes et des limitations tactiques. McKinnon secoua vigoureusement la tête. On ne peut pas contourner la physique, Malcolm. Il ne s'agit pas de technique de pilotage ou de protocole d'entraînement. Aux vitesses dont nous avons besoin pour atteindre la supériorité aérienne sur l'Europe de l'Ouest, cet avion est tout simplement impossible à piloter.
Et s'il ne pouvait pas résoudre le problème, il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Tout le monde dans ce hangar comprenait les enjeux. Le Ministry of Aircraft Production avait déjà investi des millions de livres dans le développement du moteur Griffon et la refonte de la cellule du Spitfire pour l'adapter à sa taille et à son poids accru. Les calendriers de production prévoyaient que des centaines de ces avions commencent à sortir des chaînes de montage dans les mois à venir. La Royal Navy avait désespérément besoin de la version navale, le Seafire, pour égaler les performances des chasseurs embarqués américains sur le théâtre du Pacifique. L'échec n'était pas seulement un revers technique. Il représentait un fossé potentiellement catastrophique dans la puissance aérienne alliée à la phase la plus critique de la guerre. À 25 km de là, dans le bureau encombré de Rotol Airscrews Limited, Joseph Smith était assis, entouré de dessins techniques, de règles à calcul et de tasses de thé vides. Le concepteur en chef avait passé la semaine précédente à analyser les données des vols d'essai du Spitfire problématique, cherchant une solution que ses collègues croyaient de plus en plus inexistante. Les approches conventionnelles avaient toutes échoué. Augmenter la taille de la gouverne de direction ajoutait du poids et de la traînée sans résoudre le problème fondamental. Modifier le support moteur pour réduire la transmission du couple affaiblissait la structure de la cellule. Ajuster les angles des pales de l'hélice aidait marginalement mais créait de nouveaux problèmes d'efficacité et de vibration. La réputation de Smith au sein de l'industrie aéronautique était complexe. À 42 ans, il possédait une compréhension intuitive de l'aérodynamique qui confinait au génie, mais ses solutions semblaient souvent aux ingénieurs plus conservateurs inutilement complexes ou peu pratiques. Il avait conçu des systèmes d'hélices pour Rolls-Royce qui repoussaient les limites de ce que la technologie de fabrication pouvait atteindre, gagnant un respect de mitigé pour leurs performances et des critiques tout aussi virulentes pour leurs défis de production. Ses collègues de Rotol avaient appris à s'attendre à l'inattendu de la part de Smith, mais peu étaient préparés à ce qu'il proposa cet après-midi gris d'octobre. Le concept émergea de la compréhension par Smith du couple comme une force fondamentale plutôt qu'un problème à supprimer. Au lieu de lutter contre l'énorme énergie de rotation du moteur Griffon, il proposa de la canaliser via un système d'hélices contractatives. 2 hélices montées sur le même arbre mais tournant en sens inverse annuleraient mutuellement leur réaction de couple tout en délivrant une poussée d'une efficacité sans précédent. Les défis d'ingénierie étaient colossaux. Le système nécessiterait une boîte de vitesse complexe pour entraîner les 2 hélices à partir d'un seul moteur, ajoutant du poids et de la complexité mécanique à un avion déjà poussé à ses limites structurelles. Les hélices contractatives devraient être parfaitement équilibrées pour éviter des vibrations catastrophiques, et l'ensemble devrait résister aux énormes contraintes des manœuvres de combat. Plus important encore, le système devrait être assez fiable pour la production de masse et la maintenance sur le terrain en temps de guerre. Lorsque Smith présenta pour la première fois ses dessins à l'équipe d'ingénieurs de Rotol, la réponse fut immédiate et extrêmement négative. L'ingénieur en chef Robert Morrison qualifia le projet de mécanique à la Rube Goldberg qui serait impossible à fabriquer en quantité. Le responsable de la production, Charles Henley, s'inquiéta de la pénalité de poids et des exigences de maintenance. L'ingénieur d'essai David Clark se demanda si le système pourrait survivre aux contraintes des opérations embarquées pour la version navale Seafire. « C'est tout simplement trop complexe », argumenta Morrison lors d'une réunion houleuse dans le bureau de Smith. « Nous parlons de construire essentiellement 2 systèmes d'hélices complets et de les faire fonctionner ensemble parfaitement. Les rapports de démultiplication seuls nécessiteront une fabrication de précision que nous pouvons à peine atteindre en temps de paix, sans parler des pressions de production en temps de guerre. » Mais Smith avait fait ses calculs. Le système contractatif serait effectivement plus lourd qu'une hélice conventionnelle unique, environ 90 kg de plus, mais l'élimination de la réaction de couple permettrait à l'avion d'atteindre son plein potentiel de vitesse. Plus important encore, l'efficacité améliorée de l'hélice augmenterait en fait la poussée de près de 15%, compensant largement le poids supplémentaire. Le Spitfire Mk-21 pourrait enfin devenir l'intercepteur à 760 km/h dont la Royal Air Force avait désespérément besoin.
Alors que l'automne cédait la place à l'hiver, le débat sur la conception d'hélices stupides de Smith déterminerait non seulement le sort de l'avion de chasse le plus célèbre de Grande-Bretagne, mais aussi l'équilibre de la puissance aérienne sur les champs de bataille d'Europe et du Pacifique. La salle de réunion du Ministry of Aircraft Production à Londres ressemblait davantage à un tribunal qu'à une conférence d'ingénierie lorsque Smith arriva le matin du 15 novembre 1943. Autour de la table en acajou étaient assis certains des plus hauts responsables de l'aviation britannique, leur visage portant le poids d'une guerre qui avait déjà consumé 4 ans et ne montrait aucun signe de fin rapide. L'air Marshal Sir Wilfrid Freeman présidait la réunion avec l'efficacité sinistre d'un homme qui avait vu trop de conceptions d'avions prometteuses échouer au moment où on en avait le plus besoin. « Monsieur Smith », commença Freeman, sa voix portant l'autorité tranchante de la Royal Air Force. « Nous avons examiné votre proposition pour ce système d'hélice contractative. Je dois dire que la réaction initiale de notre personnel technique a été sceptique. » Il désigna d'un geste une pile de rapports qui semblait dominer le modeste dossier de dessin de Smith. Le consensus semble être que votre conception introduit une complexité inutile, précisément au moment où nous avons besoin de solutions éprouvées et fiables. Smith s'était attendu à cette résistance, mais le cadre formel lui serra la gorge d'une nervosité palpable. Ces hommes contrôlaient le destin de l'aviation britannique et leurs décisions détermineraient si ces mois de calcul et de nuits blanches avaient un sens au-delà de l'exercice académique. Monsieur, avec tout le respect, je crois que la complexité du système est précisément ce qui le rend efficace. Nous n'ajoutons pas simplement des composants. Nous résolvons fondamentalement le problème de couple qui a rendu le moteur Griffon inutilisable aux vitesses de combat. Le directeur du développement technique, Sir Roy Fedden, se pencha en avant, sa réputation de l'un des concepteurs de moteurs les plus accomplis de Grande-Bretagne, donnant du poids à son scepticisme. Monsieur Smith, votre proposition nécessite un système de boîte de vitesse qui ferait de cet ensemble d'hélices le plus complexe jamais monté sur un avion de chasse. Nous parlons d'arbres contractatifs, de réduction planétaire et d'un synchronisme parfait qui doit rester sous conditions de combat. Les seules exigences de maintenance pourraient clouer au sol des escadrons entiers. Les chiffres que Smith avait préparés racontaient une histoire différente, mais il savait que les données brutes ne suffiraient pas à surmonter l'inertie institutionnelle. La complexité de la boîte de vitesse est gérable avec des tolérances de fabrication appropriées. De Havilland a déjà prouvé que des systèmes d'hélices complexes peuvent être produits en série avec leurs mécanismes à pas variables. Notre système utiliserait un train planétaire à 2 étages avec un rapport de réduction de 0,77 pour 1 pour l'hélice avant et de 0,62 pour 1 pour l'arrière. Les vitesses de rotation différentielle seraient précisément calculées pour annuler le couple tout en maximisant l'efficacité de la poussée. Le groupe Captain Peter Thornton, représentant les exigences opérationnelles, feuilleta un dossier de rapport de combat pour les théâtres méditerranéens et pacifiques. Même si votre système fonctionne mécaniquement, monsieur Smith, nous nous inquiétons du poids et de l'équilibre. Le Mark 21 est déjà plus lourd que les versions précédentes du Spitfire. Ajouter 90 kg de mécanismes d'hélice supplémentaires pourrait affecter les performances d'une manière que nous ne comprenons pas pleinement. Smith avait anticipé cette objection et sorti ses calculs les plus soigneusement préparés. La pénalité de poids est réelle, monsieur, mais les gains de performance la compensent largement. Nos estimations montrent une augmentation de poussée de 15% combinée à l'élimination complète de la réaction de couple. L'avion non seulement atteindrait sa vitesse de conception de 760 km/h, mais maintiendrait des caractéristiques de vol contrôlable sur toute la plage de vitesse. Les vols d'essai actuels montrent que le Mk-21 devient de plus en plus dangereux au-dessus de 560 km/h. Notre système étendrait l'opération sûre bien au-delà de 640 km/h. Ce que Smith ne mentionna pas, c'était la pression croissante des rapports de renseignement sur le développement des avions allemands. Les interceptions ultra avaient de révéler que Messerschmitt développait des versions à grande vitesse de son chasseur à réaction ME-262, tandis que Focke-Wulf continuait à affiner sa série Ta-152 à haute altitude.
Les Alliés avaient besoin de chaque avantage possible en vitesse et en maniabilité pour maintenir la supériorité aérienne sur l'Europe de l'Ouest pendant l'invasion anticipée. Freeman consulta ses notes, pesant clairement les risques techniques face aux nécessités opérationnelles. Votre proposition nécessiterait des modifications significatives des chaînes de production existantes. Combien de temps faudrait-il pour développer un prototype fonctionnel, en supposant que nous autorisions le projet ? 6 semaines pour la conception et la fabrication initiale de la boîte de vitesse, monsieur. Encore 4 semaines pour la fabrication et l'équilibrage des hélices. Nous pourrions avoir une installation d'essai prête pour les vols d'évaluation début février. La confiance de Smith masquait les énormes défis techniques impliqués. Le système contractatif nécessiterait une ingénierie de précision qui poussait les capacités de fabrication britanniques à leurs limites. Chaque hélice devrait être individuellement équilibrée à des tolérances mesurées en fractions de grammes, tandis que la boîte de vitesse exigerait une précision de taillage d'engrenage normalement réservée au chronomètre de marine. La salle tomba dans un silence alors que les responsables assimilaient le calendrier. 6 mois s'étaient écoulés depuis les premiers vols d'essai troublés du MK-21, propulsé par Griffon, et la pression des escadrons opérationnels augmentait. Les pilotes exigeaient des avions capables d'égaler ou de dépasser les performances des chasseurs allemands, particulièrement à haute altitude où l'avantage de puissance du moteur Griffon aurait dû être décisif. L'Air Commodore Ralph Sorley, qui avait supervisé le développement des chasseurs pendant la bataille d'Angleterre, brisa finalement le silence. « Monsieur Smith, votre réputation suggère que lorsque vous proposez quelque chose d'aussi peu conventionnel, cela mérite une sérieuse considération. Mais je dois demander directement, êtes-vous absolument certain que ce système fonctionnera ? Nous ne pouvons pas nous permettre un autre programme de modification raté. » Smith croisa directement le regard de Sorley. « Monsieur, j'engage ma carrière là-dessus. La physique est solide, l'ingénierie est réalisable et les gains de performance sont exactement ce dont la Royal Air Force a besoin. Le Spitfire MK-21 avec hélice contractative sera l'avion de chasse le plus rapide et le plus maniable du monde. » Cette déclaration audacieuse resta suspendue dans l'air comme un défi. Freeman échangea des regards avec ses collègues, reconnaissant que la confiance de Smith portait le poids d'une véritable expertise technique. L'homme avait conçu des systèmes d'hélices pour certains des avions britanniques les plus réussis, et ses antécédents suggéraient que ces solutions peu conventionnelles réussissaient souvent là où les approches traditionnelles échouaient. « Très bien, dit finalement Freeman. Nous autoriserons un programme de développement limité, une installation prototype, des essais en vol complet et une évaluation complète des performances. Mais comprenez, Monsieur Smith, si ce système échoue ou s'il retarde la production du Mark 21 ne serait-ce que d'1 mois, les conséquences s'étendront bien au-delà de votre carrière. » Alors que Smith rassemblait ses papiers et se préparait à partir, il sentit le poids de la responsabilité s'abattre sur ses épaules comme une couverture de plomb. Les mois suivants détermineraient si son idée stupide révolutionnerait l'aviation de chasse ou deviendrait une autre histoire édifiante sur les dangers de défier la sagesse conventionnelle en temps de guerre. Quoi qu'il en soit, l'héritage du Spitfire et peut-être l'issue des batailles aériennes au-dessus de l'Europe dépendait désormais d'engrenages, d'arbres et d'hélices tournant dans des directions qui défiaient toutes les hypothèses conventionnelles sur la conception des avions. La guerre n'attendrait pas la perfection, mais elle pourrait bien récompenser le genre de pensée radicale qui transformait les idées impossibles en réalité sur le champ de bataille. Le matin du 23 février 1944 se leva, gris et froid, sur la plaine de Salisbury, avec des rafales de vent atteignant 45 km/h sur l'aérodrome expérimental de Boscombe Down. Dans le hangar 7, le Spitfire MK-21 modifié trônait comme un alien mécanique parmi ses frères conventionnels. L'ensemble massif d'hélices contractatives dominant son nez avec une présence presque prédatrice. Les 2 hélices, chacune de 3,35 mètres de diamètre, créaient une illusion visuelle qui semblait défier les lois fondamentales de l'ingénierie aéronautique. Le pilote d'essai, le commandant d'escadre Jeffrey Quill, s'approcha de l'avion avec l'attention minutieuse d'un homme qui comprenait qu'il était sur le point de risquer sa vie pour une théorie non éprouvée.
À 24 ans, Quill avait déjà survécu à 3 ans de combats aériens au-dessus de la Grande-Bretagne, de la France et de Malte, accumulant près de 800 heures sur diverses versions du Spitfire. Sa réputation pour l'évaluation précise des avions lui avait valu d'être affecté aux programmes les plus expérimentaux, mais rien dans son expérience ne l'avait préparé à la complexité mécanique maintenant montée sur le nez du Spitfire numéro de série RK 958. Le système d'hélice contractative représentait 6 mois de travail d'ingénierie intensif par l'équipe de Smith chez Rotoll. L'hélice avant tournait dans le sens des aiguilles d'une montre à 1825 tours par minute, tandis que l'hélice arrière tournait dans le sens inverse à 1475 tours par minute. Entre elles se trouvait une boîte de vitesse pesant 88 kg, usinée à des tolérances normalement réservées à l'horlogerie de précision. Chaque composant avait été équilibré à 15 grammes près, mais l'ensemble vibrait encore avec une fréquence qui semblait pulser à travers la cellule comme un battement de cœur mécanique. L'ingénieur d'essai en chef Michael Lithgow supervisa l'inspection pré-vol avec une énergie nerveuse qui infecta tout le monde dans le hangar. Les températures de la boîte de vitesse sont restées dans les limites normales lors des essais au sol, rapporta-t-il à Quill, consultant un presse-papier épais de feuilles de données. La pression d'huile s'est maintenue à 4 kg par centimètre carré sur toute la plage de puissance. Mais, Jeffrey, nous observons encore des vibrations harmoniques à 1800 tours par minute du moteur que nous ne pouvons pas expliquer complètement. Quill hocha la tête, passant la main le long du moyeu de l'hélice. Le système semblait d'une complexité impossible comparée à la simplicité élégante des installations d'hélice simples conventionnelles. Quel est notre profil d'essai ? Approche conservatrice, répondit Lithgow. Montée à 2500 mètres, vol en palier à différents régimes moteurs, puis augmentation progressive de la vitesse jusqu'à 640 km/h si l'avion reste contrôlable. Nous nous intéressons particulièrement aux caractéristiques de la réaction de couple et à tout comportement inhabituel. Smith se tenait tranquillement près de l'aile gauche de l'avion, son visage ne trahissant aucune de l'anxiété qui l'avait tenu éveillé la semaine précédente. Cette matinée représentait l'aboutissement de sa carrière professionnelle, mais elle portait aussi le potentiel d'un échec catastrophique qui pourrait mettre fin non seulement à sa réputation, mais aussi à la vie de Quill. Chaque calcul avait été vérifié et revérifié, chaque composant testé jusqu'à ses limites de rupture. Pourtant, la conception d'avion restait autant un art qu'une science. À 9h15 précise, Quill s'attacha dans le cockpit familier du Spitfire, bien que le tableau de bord comporte désormais des jauges supplémentaires pour surveiller le système d'hélice complexe, température d'huile moteur, pression d'huile de la boîte de vitesse, pas de l'hélice avant, pas de l'hélice arrière. Chaque paramètre nécessitait une attention constante pendant ce qui aurait dû être des opérations de vol de routine. Le moteur Rolls-Royce Griffon démarra avec son grondement profond caractéristique, mais le son était immédiatement altéré par les hélices contractatives en quelque chose d'entièrement nouveau. Au lieu du pouls rythmique familier d'une hélice simple, les deux ensembles créaient une harmonique complexe qui semblait vibrer jusqu'aux os du pilote. Le contrôle au sol autorisa Quill à décoller à 9h32, et il avança la manette des gaz avec une prudence délibérée. Le Spitfire commença sa course au décollage avec une douceur surprenante, les hélices contractatives éliminant la tendance à virer à gauche que chaque pilote de Spitfire avait appris à contrer avec du palonnier droit. Pour la première fois depuis des mois d'essai, le Mk-21 suivit l'axe de la piste sans correction constante du pilote. Le décollage se produisit à 140 km/h exactement comme prévu, mais Quill remarqua immédiatement quelque chose d'anormal. L'avion se sentait pâteau en montée, nécessitant plus de puissance que prévu pour maintenir un taux de montée raisonnable. Le poids supplémentaire du système d'hélice affectait clairement les performances plus sévèrement que les calculs de Smith ne l'avaient suggéré. Lorsque Quill atteignit 1500 mètres, il utilisait presque plein gaz pour maintenir un taux de montée de 600 mètres par minute, des performances qui auraient dû être facilement réalisables à 75% de puissance. Contrôle Boscombe, ici test 27, radio à Quill. Je rencontre des besoins de puissance plus élevés que prévu pour les performances de montée normale. Demande l'autorisation de me mettre en palier à 1800 mètres pour l'évaluation du comportement.
La réponse crépita immédiatement dans ses écouteurs. Test 27, autorisé à voler en palier. Comment se comporte-t-elle? Quill réduisit la puissance pour se mettre en croisière et fut surpris par la réponse de l'avion. Malgré les problèmes de performance en montée, le Spitfire se sentait remarquablement stable en vol en palier. L'élimination de la réaction de couple avait transformé les caractéristiques de maniabilité de l'avion d'une manière qui allait bien au-delà du simple contrôle directionnel. La cellule entière semblait plus solide, plus prévisible, comme si les hélices contractatives avaient en quelque sorte apprivoisé l'énergie sauvage du moteur Griffon. À 480 km/h, l'avion qui avait précédemment tenté de rouler de manière incontrôlable volait maintenant avec la précision stable d'un avion beaucoup plus petit et moins puissant. Quill expérimenta avec des virages doux, des inclinaisons prononcées et des changements rapides de direction, constatant que le Mk-21 répondait avec une agilité qui semblait impossible pour un avion aussi grand et lourd. L'élimination de la réaction de couple avait restauré la maniabilité légendaire du Spitfire qui avait rendu le type célèbre pendant la bataille d'Angleterre. Mais lorsque Quill avança la manette des gaz vers la puissance maximale, les performances de l'avion devinrent véritablement alarmantes. Au lieu d'accélérer doucement vers sa vitesse théorique de pointe, le Spitfire commença à vibrer avec une intensité croissante. À 600 km/h, la cellule entière trembla si violemment que Quill pouvait à peine lire ses instruments. Les hélices contractatives, conçues pour fonctionner en harmonie parfaite, semblaient créer des interférences destructrices qui menaçaient de disloquer l'avion. Contrôle Boscombe, test 27. Je rencontre des vibrations sévères au-dessus de 600 km/h, rapporta Quill, sa voix tendue par la concentration alors qu'il réduisait la puissance pour maîtriser les secousses. Je retourne à la base pour un atterrissage d'urgence. L'approche d'atterrissage révéla une autre caractéristique inattendue de l'avion modifié. Avec la puissance réduite au ralenti, le Spitfire descendait beaucoup plus rapidement que la normale, nécessitant des ajustements constants de puissance pour maintenir une pente de descente appropriée. Le poids supplémentaire et les caractéristiques aérodynamiques modifiées du système d'hélice contractative avaient fondamentalement changé l'enveloppe de vol de l'avion d'une manière que l'équipe de Smith n'avait pas pleinement anticipée. Quill toucha le sol à Boscombe Down après 43 minutes de vol d'essai, le visage sombre de savoir que la conception révolutionnaire de Smith avait échoué à son premier test crucial. Les hélices contractatives fonctionnaient comme annoncé pour éliminer la réaction de couple, mais elles avaient introduit de nouveaux problèmes qui pourraient s'avérer encore plus dangereux que les difficultés originales avec le moteur Griffon. Alors que les équipes au sol se pressaient autour de l'avion, vérifiant les dommages structurels causés par les violentes vibrations, Smith s'approcha de Quill avec l'expression d'un homme regardant le travail de sa vie s'effondrer. Le rapport du pilote d'essai déterminerait si le projet d'hélice contractative se poursuivait ou rejoignait la longue liste des innovations aéronautiques prometteuses qui n'avaient pas survécu à leur première rencontre avec la réalité. La réunion d'urgence convoquée dans le hangar 7-2 heures après l'atterrissage de Quill vit Smith faire face à un cercle d'ingénieurs, de pilotes d'essai et de responsables ministériels dont les expressions allèrent de la déception à une colère à peine contenue. Le Spitfire modifié se tenait silencieux derrière eux, ses hélices contractatives maintenant immobiles, mais dégageant encore une aura de menace mécanique. L'Air Commodore Sorley avait fait le trajet depuis Londres immédiatement après avoir reçu le rapport préliminaire de Lithgow, et sa présence transforma ce qui aurait dû être un débriefing technique en quelque chose ressemblant à une cour martiale. « Commandant d'escadre Quill », commença Sorley, sa voix portant le poids de l'autorité institutionnelle. Veuillez nous donner votre évaluation complète des caractéristiques de performance de l'avion lors du vol d'essai d'aujourd'hui. Quill se tint au garde à vous, bien que sa combinaison de vol porte encore les marques de sueur de la lutte avec un avion qui avait failli se désintégrer. Monsieur, les hélices contractatives ont complètement éliminé la réaction de couple pendant le décollage et le vol à basse vitesse. L'avion a suivi l'axe de la piste sans intervention au palonnier et la maniabilité en dessous de 480 km/h était exceptionnelle, probablement la meilleure que j'ai jamais expérimentée sur une version du Spitfire. Un murmure de surprise parcourut l'assemblée des ingénieurs.
Malgré la conclusion dramatique du vol, l'évaluation initiale de Quill suggérait que le concept de base de Smith avait réussi à résoudre le principal problème du moteur Griffon. Cependant, continua Quill, son ton devenant plus grave, au-dessus de 600 km/h, l'avion a subi des vibrations sévères qui ont rendu toute augmentation de vitesse supplémentaire impossible. La cellule entière tremblait si violemment que j'ai craint une défaillance structurelle. De plus, les performances de montée étaient significativement dégradées. Nous avons eu besoin de presque toute la puissance pour atteindre des taux de montée qui auraient dû être possibles à 75% des gaz. Smith sentit le poids de l'échec s'abattre sur ses épaules. 6 mois de calcul, de précision de fabrication et de réputation professionnelle avaient produit un avion qui fonctionnait brillamment à basse vitesse, mais devenait incontrôlable précisément quand on avait le plus besoin de performance maximale. L'ironie était amère. Il avait résolu le problème de couple pour ne créer que des problèmes de vibration potentiellement plus dangereux que les difficultés originales. L'ingénieur en chef Lithgow consulta son presse-papier chargé de données techniques, cherchant des explications qui pourraient sauver quelque chose du désastre du jour. Nos essais au sol ont montré des vibrations harmoniques à des régimes moteurs spécifiques, mais rien n'approchant la sévérité que le commandant d'escadre Quill a connue en vol. Les charges aérodynamiques à haute vitesse semblent exciter des résonances dans le système d'hélice que nous n'avions pas anticipé. Le directeur Fedden se pencha en avant, sa réputation de précision technique rendant ses questions particulièrement pointues. « Monsieur Smith, vos calculs originaux prenaient probablement en compte les forces aérodynamiques sur les ensembles d'hélices. Comment expliquez-vous cet écart entre les performances prédites et réelles ?» Smith avait passé les 2 heures précédentes à analyser la même question et sa réponse révéla le défi fondamental de l'ingénierie aéronautique en temps de guerre. Monsieur, nos calculs étaient basés sur des essais statiques au sol et des données de soufflerie. L'interaction entre 2 hélices contractatives en conditions de vol réel, particulièrement à grande vitesse, crée des phénomènes aérodynamiques extrêmement difficiles à prédire sans essai en vol réel. Les vortex de bout de pale semblent créer des interférences destructrices qui n'étaient pas apparentes dans notre travail en laboratoire. L'explication était techniquement correcte, mais offrait peu de réconfort à des responsables qui avaient investi des mois et des ressources considérables dans la conception expérimentale de Smith. L'expression de l'Air Commodore Sorley suggérait qu'il calculait déjà les conséquences politiques d'un autre programme de modification d'avions raté. La question maintenant, dit Sorley sombrement, est de savoir si ces problèmes peuvent être résolus dans un délai raisonnable ou si nous devons abandonner complètement cette approche et nous concentrer sur des solutions conventionnelles aux problèmes de couple du Griffon. Smith sentit sa carrière vaciller, mais son instinct d'ingénieur refusa d'accepter la défaite sans explorer chaque solution possible. « Monsieur, je crois que les problèmes de vibration peuvent être résolus par des modifications de la conception des pales d'hélice et du synchronisme de la boîte de vitesse. Le concept fondamental reste valable, nous devons simplement éliminer l'interférence aérodynamique qui cause la résonance destructrice. » Le pilote d'essai Quill, malgré avoir risqué sa vie lors du vol du matin, se trouva inopinément à soutenir la position de Smith. « Avec tout le respect, monsieur, la maniabilité de l'avion en dessous de 600 km/h était remarquable. Si Monsieur Smith peut résoudre le problème de vibration à haute vitesse, nous pourrions avoir un avion qui combine la puissance du Griffon avec des caractéristiques de maniabilité dépassant tout chasseur actuellement en service. » La salle devint silencieuse alors que les responsables pesaient les exigences concurrentes du perfectionnisme technique contre l'urgence opérationnelle. Les rapports du renseignement allié indiquaient que les constructeurs aéronautiques allemands développaient rapidement de nouveaux chasseurs haute performance, tandis que l'invasion de l'Europe de l'Ouest, encore à des mois, mais consommant déjà d'énormes ressources de planification, nécessiterait une supériorité aérienne absolue sur le champ de bataille. Smith saisit le moment d'incertitude pour présenter sa solution proposée. L'analyse des vibrations suggère que le problème réside dans la relation entre les angles des pales d'hélice et les vitesses de rotation.
En ajustant les rapports de démultiplication pour modifier la différence de vitesse entre les hélices avant et arrière, nous pouvons décaler les fréquences harmoniques loin des points de résonance critiques. De plus, modifier la distribution du vrillage des pales devrait réduire l'interaction des vortex de boue. Lithgow leva les yeux de ses calculs avec un optimisme prudent. Les modifications que M. Smith décrit nécessiteraient environ 3 semaines de travail d'atelier et une autre semaine pour rééquilibrer l'ensemble du système. Nous pourrions avoir l'avion prêt pour la 2e phase d'essai d'ici la mi-mars. L'Air Commodore Sorley consulta sa montre de poche, calculant clairement les délais par rapport aux priorités concurrentes. Le Ministry of Aircraft Production était sous une pression énorme pour livrer des avions prêts au combat et chaque semaine passée sur des modifications expérimentales retardait le déploiement d'escadrons qui pourraient être désespérément nécessaires au-dessus de l'Europe. « Monsieur Smith, dit finalement Sorley, vous avez une opportunité de plus de prouver votre système. Mais comprenez que cela représente la limite absolue de notre patience avec les approches expérimentales. Si le 2e vol d'essai ne démontre pas d'amélioration claire, nous abandonnerons complètement le programme d'hélice contractative et concentrerons nos ressources sur des méthodes conventionnelles de réduction du couple. » Alors que la réunion se dispersait, Smith resta derrière dans le hangar, fixant le Spitfire silencieux qui représentait à la fois sa plus grande réussite technique et son échec professionnel le plus humiliant. L'avion avait l'air trompeusement ordinaire maintenant, son système d'hélice révolutionnaire n'étant qu'une autre pièce de machinerie attendant des modifications. Mais l'œil d'ingénieur de Smith pouvait déjà visualiser les changements nécessaires pour transformer son expérience partiellement réussie en l'arme décisive qu'il avait initialement envisagée. Les 3 prochaines semaines détermineraient si l'idée stupide de Joseph Smith révolutionnerait l'aviation de chasse ou deviendrait une mise en garde sur les dangers de défier la sagesse conventionnelle en temps de guerre. Quoi qu'il arrive, le sort de l'avion de chasse le plus célèbre de Grande-Bretagne dépendait désormais de rapports de démultiplication, d'angles de pale et de la physique complexe des hélices tournantes que la plupart des pilotes ne prenaient pas la peine de comprendre. Dans l'obscurité grandissante du soir de février, Smith commença à esquisser des modifications qui soit justifieraient sa pensée radicale, soit mettraient fin à sa carrière dans l'industrie aéronautique pour toujours. Le matin du 18 mars 1944 amena un ciel dégagé et des vents calmes à Boscombe Down, des conditions qui semblaient presque trop parfaites pour ce que tout le monde comprenait être le test final du controversé système d'hélice de Smith. 3 semaines de modifications intensives avaient transformé l'ensemble contractatif en quelque chose qui avait l'air subtilement différent de sa configuration originale, bien que les changements soient invisibles pour quiconque n'était pas intimement familier avec la géométrie des pales d'hélice et les rapports de boîte de vitesse. Smith avait passé des nuits blanches à recalculer chaque aspect du système, se concentrant particulièrement sur les fréquences harmoniques qui avaient presque détruit l'avion lors de son premier vol d'essai. La solution résidait dans la modification de la relation de vitesse de rotation entre les 2 hélices, passant des 1825 et 1475 tours par minute d'origine à une nouvelle configuration de 1700 et 1550 tours par minute respectivement. La différence de vitesse plus faible décalerait les fréquences de résonance critique, loin de la plage de fonctionnement normal de l'avion, tout en maintenant l'effet d'annulation du couple qui rendait le système précieux. De plus, l'équipe de Smith avait modifié la distribution du vrillage des pales sur les 2 hélices, réduisant les changements d'angle agressifs près des extrémités qui contribuaient à la formation de vortex. Chaque pale présentait désormais une transition plus progressive de l'emplanture à l'extrémité, conçue pour minimiser l'interférence aérodynamique qui avait créé des vibrations destructrices à haute vitesse. Les modifications nécessitèrent une finition manuelle de chaque pale à des tolérances mesurées en centièmes de millimètre, un travail qui consuma 2 semaines de travail artisanal méticuleux. Le commandant d'escadre Quill s'approcha du Spitfire modifié avec un optimisme prudent, tempéré par des souvenirs vivaces de la conclusion violente de son vol précédent. L'avion semblait identique de loin, mais une inspection rapprochée révéla les changements subtils qui pourraient le transformer d'une expérience dangereuse en une arme révolutionnaire. Les pales d'hélice captaient la lumière du matin différemment,
la géométrie révisée créant des motifs d'ombre qui semblaient en quelque sorte plus déterminés que la configuration originale. Les modifications de la boîte de vitesse se sont parfaitement comportées lors des essais au sol, rapporta l'ingénieur en chef Lithgow, bien que sa voix portât l'attention d'un homme qui comprenait que les essais au sol ne signifiaient rien tant qu'ils n'étaient pas prouvés en conditions de vol réel. Nous avons maintenu un fonctionnement stable sur toute la plage de puissance sans les vibrations harmoniques qui ont affligé le système original. Les températures d'huile sont restées dans les limites normales et les nouveaux rapports de démultiplication ont éliminé les fréquences de résonance que nous avons identifiées lors de l'analyse des défaillances. L'Air Commodore Sorley était revenu de Londres spécifiquement pour assister à ce second test, apportant avec lui un sentiment de finalité institutionnelle qui affecta tous les présents. Le Ministry of Aircraft Production ne pouvait pas se permettre de continuer indéfiniment des programmes expérimentaux, particulièrement quand des avions conventionnels étaient désespérément nécessaires pour l'invasion anticipée de l'Europe. Ce vol déterminerait non seulement le sort du système d'hélice de Smith, mais potentiellement aussi l'orientation future du développement des chasseurs britanniques. À 10h15 précise, Quill démarra le moteur Rolls-Royce Griffon et remarqua immédiatement des différences par rapport au test précédent. Le son était subtilement différent, toujours l'harmonique complexe créée par les hélices contractatives, mais en quelque sorte plus contrôlé, moins agressif dans sa résonance mécanique. Les instruments moteurs affichaient des valeurs normales alors qu'il augmentait la puissance pour le roulage et l'avion suivit l'axe sans la moindre vibration qui avait caractérisé le système original, même lors des opérations au sol. Le décollage à 10h28 révéla l'amélioration la plus spectaculaire. Là où le vol précédent avait nécessité presque plein gaz pour atteindre des performances de montée acceptables, l'avion modifié montait maintenant à 600 mètres par minute en utilisant seulement 80% de la puissance. La géométrie d'hélice révisée avait apparemment éliminé une grande partie de l'inefficacité aérodynamique qui avait frappé la conception originale, permettant à la pleine puissance du moteur Griffon de se traduire en performance réelle de l'avion. Contrôle Boscombe. Test 27, je monte à 2400 mètres, radio à Quill, sa voix portant une excitation prudente. Les performances de montée sont significativement améliorées par rapport au test précédent. Les caractéristiques de maniabilité restent excellentes. Demande l'autorisation de tester l'enveloppe de vitesse. La réponse vint immédiatement. Test 27. Autorisé pour les essais de vitesse. Faites preuve d'une extrême prudence à l'approche des zones problématiques précédentes. Quill mit le Spitfire en palier à 3000 mètres et commença son exploration prudente de la plage de vitesse qui avait failli le tuer 3 semaines plus tôt. À 480 km/h, l'avion volait avec la précision douce qu'il se rappelait des meilleurs Spitfire conventionnels. À 560 km/h, toujours aucune vibration anormale ni anomalie de maniabilité. Alors que l'indicateur de vitesse grimpait au-delà de 600 km/h, la vitesse à laquelle le système original était devenu incontrôlable, Quill retint son souffle et attendit les secousses violentes qui avaient forcé son retour d'urgence. Au lieu de cela, le Spitfire continua d'accélérer en douceur. À 640 km/h, l'avion se sentait plus stable que la plupart des chasseurs à la moitié de cette vitesse. L'élimination de la réaction de couple, combinée au problème de vibration résolu, avait créé quelque chose de sans précédent en aviation. Un chasseur haute puissance qui devenait en fait plus contrôlable à mesure qu'il approchait de son enveloppe de performance maximale. Contrôle Boscombe, test 27 a atteint 660 km/h sans caractéristiques de maniabilité défavorable, rapporta Quill, sa voix portant maintenant une excitation authentique plutôt que de la prudence. L'avion est complètement stable et réactif, c'est une performance remarquable. Depuis la tour de contrôle, Smith observa à travers des jumelles son Spitfire modifié tracer des virages précis contre le ciel bleu du Hampshire. Les hélices contractatives transformaient la puissance massive du moteur Griffon en vitesse et en agilité qui semblaient défier les lois de la physique aéronautique. La vue justifiait non seulement des mois de travail technique, mais aussi sa conviction fondamentale que les approches conventionnelles étaient insuffisantes pour les défis de la guerre moderne. Quill continua les essais pendant encore 25 minutes, explorant chaque aspect de l'enveloppe de performance de l'avion.
Des piquets à haute vitesse révélèrent que le Spitfire pouvait dépasser 720 km/h en descente contrôlée sans développer les problèmes de compressibilité qui affectaient de nombreux chasseurs haute performance. Des virages serrés à pleine puissance démontrèrent une maniabilité combinant l'agilité des premières versions du Spitfire avec la performance brute du moteur Griffon. Atterrissant à 11h32, Quill roula vers le hangar avec l'expression d'un pilote qui venait de vivre quelque chose de vraiment révolutionnaire. En arrêtant le moteur et en descendant du cockpit, ses premiers mots à l'assemblée d'ingénieurs et de responsables portèrent le poids d'une expertise professionnelle acquise durant des années de vol de combat. « Messieurs », annonça Quill en retirant son casque et en regardant directement Smith, « ce que vous avez créé n'est pas simplement un Spitfire amélioré, c'est le meilleur avion de chasse que j'ai jamais piloté. La combinaison de vitesse, de maniabilité et de contrôle dépasse tout ce qui est actuellement en service dans n'importe quelle force aérienne du monde. » L'Air Commodore Sorley s'approcha de Smith avec une expression passée de l'autorité sceptique à l'admiration à contre-cœur. Le vol d'essai réussi avait validé non seulement l'approche technique, mais aussi la décision stratégique de poursuivre des solutions non conventionnelles à des problèmes apparemment impossibles. « Monsieur Smith, » dit Sorley formellement, « je crois que des félicitations sont de mise. Votre système d'hélice contractative a dépassé nos prévisions de performance les plus optimistes. La question maintenant est de savoir à quelle vitesse nous pouvons commencer les modifications de production pour les escadrons opérationnels. » Alors que le petit groupe d'ingénieurs et de responsables se rassemblait autour du Spitfire modifié, Smith ressentit la satisfaction de la justification tempérée par la conscience des énormes défis à venir. Prouver que son système fonctionnait n'était que le début. Transformer un succès expérimental en avantage sur le champ de bataille nécessiterait une précision de fabrication, une formation des pilotes et un soutien logistique à une échelle qui testerait la capacité industrielle de la Grande-Bretagne en temps de guerre jusqu'à ses limites. Mais pour l'instant, debout près de l'avion qui avait transformé son idée radicale en réalité démontrée, Smith se permit d'imaginer des Spitfire avec hélices contractatives dominant les cieux au-dessus de l'Europe, leur vitesse et leur agilité impossibles fournissant la marge de supériorité qui pourrait déterminer l'issue de la guerre elle-même.